Eh bien, bonjour, bienvenue au sein de cette conférence sur le thème de la facturation électronique en France et à l'international. Je suis Eric Leven, je suis journaliste pour Archimag et le site archimag.com. Et avec nous aujourd'hui, trois intervenants. À ma droite, Christine Forêt, aujourd'hui qui est responsable du pôle dématérialisation chez Solane, France, spécialiste de l'ECM, après avoir été consultante indépendante dans le domaine de la dématérialisation de documents et des processus auprès d'éditeurs et de prestataires. À ma gauche, Cathy Julien, qui est responsable des partenariats chez Esquerre. Alors après avoir fait ses armes au sein du groupe CGDIM, sa mission est aujourd'hui de développer le réseau de partenaires Esquerre. Et enfin, en bout de table, Christian van der Valk, président de Trustweaver, spécialisé dans les signatures électroniques transfrontalières. Christian van der Valk a été notamment conseiller sur la stratégie e-business, juridique, politique et commerciale pour plusieurs grandes entreprises et organismes internationaux. Donc l'objectif de cette conférence, c'est de décrypter les enjeux réglementaires, aussi bien français qu'européens et internationaux, liés au passage à la facturation électronique. Nous verrons donc dans un premier temps le cas des factures électroniques adressées à l'administration publique, au travers notamment de la plateforme Chorus Portail Pro 2017 en France. Et nous nous demanderons comment assurer concrètement la mise en œuvre de cette facturation électronique. Puis, dans un second temps, nous présenterons les opportunités de passer entièrement à la facture électronique entre entreprises privées et à l'international, de manière non seulement à anticiper les contraintes légales, mais aussi à en faire une opportunité pour gagner du temps et de l'argent. Mais alors, avant de céder la parole à Christian van der Valk, qui va commencer à s'exprimer, je voulais faire un petit sondage parmi vous et savoir, à main levée, comme ça, combien de personnes sont du secteur public? Entendu, merci. Combien sont du secteur privé? Le reste, a priori. Ensuite, j'ai encore deux autres questions. Combien se sont déjà posé la question de la facturation électronique? Merci. Et combien ont déjà démarré un projet de dématérialisation? Entendu. Eh bien, écoutez, je cède la parole à Christian van der Valk, président de Trustweaver. Merci. Bonjour. Le français n'est pas ma première langue, donc je vais essayer de parler très clairement et lentement. Moi, je commence juste avec un petit aperçu de ce qui se passe dans le monde au niveau B2G, c'est-à-dire facturation électronique obligatoire pour les marchés publics. On a l'impression en France que c'est le sujet à la mode d'aujourd'hui. C'est certainement vrai. C'est aussi un grand sujet partout en Europe, clairement. Bizarrement, quand vous regardez bien, c'est peut-être pas très lisible pour vous derrière dans la salle, mais quand on regarde bien, on voit que le phénomène B2G obligatoire est presque que européen. D'accord ? Donc cette question de facturation vers les autorités publiques est vraiment une question aujourd'hui qui est limitée aux 28 membres de l'Union européenne. On peut se poser la question pourquoi, et je pense que la réponse va venir dans la deuxième partie de cette session. C'est que ça a à voir avec le fait qu'en Europe, on n'arrive pas à imposer effectivement le B2B. Comme le B2B n'est politiquement pas possible à imposer en Europe, sauf qu'en France, on y est presque, les autorités en Europe, surtout à Bruxelles, ont commencé à pousser pour le B2G obligatoire en espérant que, passant par le B2G, les entreprises vont aussi plus vite accélérer leur passage au B2B, à la facture dématérialisée en B2B. Donc aujourd'hui, en Europe, il y a quand même la plus grande partie des pays en Europe qui ne sont pas encore passés à la possibilité même de facturer les autorités publiques électroniquement. D'accord ? Donc la grande majorité des pays ne se sont même pas posé la question encore. Ce qui est très clair, c'est que la question n'est plus évitable. Donc d'accord, après 2018, je dirais, parce qu'il y a une directive européenne qui va forcer les États membres à accepter des factures électroniques, tous les pays vont devoir passer à la facture électronique, s'ils le veulent ou pas.
D'accord ? Je ne vais pas trop parler du projet de normalisation qui doit être validé avant ce moment-là. Mais quand vous regardez bien l'état aujourd'hui en Europe, on voit bien que les pays du Nord, ça fait déjà longtemps que la facture est soit possible, soit obligatoire, la facture électronique vers les pouvoirs publics, les autorités publiques. On voit aussi que dans le sud des pays de la Méditerranée, ils sont déjà passés il y a quelques années aussi. C'est la partie au milieu qui traîne. C'est la partie de l'Est aussi qui traîne. D'accord ? La France, c'est vraiment le plus grand projet aujourd'hui en Europe pour le B2G obligatoire. Les timelines, etc., sont extrêmement ambitieux. Je pense que ça a quand même aussi donné un signal aux autres pays en Europe de prendre ça plus au sérieux. Dans le monde, il n'y a qu'un seul gros projet hors de l'Union européenne dans ce domaine-là, c'est aux États-Unis. Pour 2017, les autorités publiques doivent être prêtes à recevoir des factures électroniques aussi. Mais il n'y a pas d'obligation pour les fournisseurs privés. D'accord ? Donc ça, c'est ce qui se passe dans le monde. On va voir dans la deuxième partie comment ça se compare avec ce qui se passe dans le B2B. Mais d'abord, on va continuer sur ce sujet-là avec Christine. Donc je passe la parole à Christine Forêt, responsable du pôle dématérialisation chez Solane. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons faire un focus sur la situation en France. Donc c'est là, n'est-ce pas ? Donc, les grands jalons, très très rapidement, il y a donc eu une directive TVA 2010 qui a été un moment très important puisqu'il énonçait le principe d'égalité facture électronique, facture papier, ce qui était à l'époque loin d'être évident et facilement compris sur le terrain. Cette directive a été déclinée en France par le biais de la loi de finances rectificative de 2012, 15-10, et est en vigueur depuis janvier 2013. Et cette réglementation a introduit un troisième mode de sécurisation et de dématérialisation permettant la facturation électronique. C'est ce que l'on a appelé, peut-être et certainement en avez-vous entendu parler, la piste d'audit fiable. Donc il y a eu la grande tendance portée par cette réglementation était la simplification et la libéralisation des moyens de facturation électronique, avec un corollaire qu'on verra tout à l'heure, la nécessité, l'obligation de mettre en place une piste d'audit fiable, c'est-à-dire d'établir des contrôles, une traçabilité sur l'ensemble de la chaîne permettant de légitimer la pièce facture. Enfin, autre jalon très important, l'ordonnance du 26 juin 2014, qui a été vraiment ressentie comme un jalon fondamental sur le marché et qui a déclenché une forte réaction au niveau du secteur privé, même avant le secteur public. C'est donc sur cette ordonnance que nous allons faire un focus. Cette ordonnance annonçant la disparition progressive de la facturation papier à destination du secteur public. Donc, que nous dit très précisément cette ordonnance ? Tout d'abord, les titulaires de contrats, et cela concerne également les sous-traitants admis au paiement direct, donc les titulaires de contrats avec l'État, les collectivités territoriales et les établissements publics, transmettent leurs factures par voie électronique. En vis-à-vis, les collectivités locales, les établissements publics s'obligent, comme l'État, à accepter des factures électroniques en provenance de leurs fournisseurs. Deuxième point fort de cette ordonnance, une solution mutualisée, une plateforme mutualisée de l'État, le portail Chorus Portail Pro 2017, est mise à disposition gratuitement pour tous les émetteurs de factures, les fournisseurs, qu'ils soient publics ou privés. Donc cet outil est mis à disposition, mais ce qui est important de comprendre, parce que souvent sur le terrain on nous pose la question, mais est-ce que je suis obligé d'utiliser cette plateforme ? C'est qu'il y a une petite nuance au niveau à ne pas rater au niveau de l'ordonnance, c'est qu'il est dit que
sauf impératif de défense ou de sécurité nationale, l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics et les titulaires des contrats, donc les fournisseurs, utilisent Chorus Portail Pro 2017. Donc jusqu'à présent, il est nécessaire d'avoir un amendement pour ne pas transiter via cette plateforme. À ce jour, à ma connaissance, le seul groupe disposant d'un amendement pour ne pas transiter par cette plateforme est le groupe SNCF. Donc c'est connu, c'est dans la réglementation. Donc le calendrier est important et c'est le 3e article fort de l'ordonnance qui nous intéresse, c'est que cette obligation de facturation électronique va s'échelonner sur 4 ans, donc de janvier 2017 à janvier 2020, de la manière suivante. 1er janvier 2017, les grandes entreprises, donc employant plus de 5000 salariés et réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Et 1er janvier 2017, également, le secteur public, c'est-à-dire les fournisseurs de services, personnes morales de droit public, qui vont facturer leurs confrères, on va dire. Et donc, on est vraiment dans la facturation intra-secteur public. 1er janvier 2018 sont concernées de manière obligatoire, au terme de cette ordonnance, les entreprises de taille intermédiaire. 2019, les petites et moyennes entreprises. 1er janvier 2020, les micro-entreprises, TPE, artisans. Petite remarque qui nous vient qui vient de nos expériences terrain, c'est qu'en réalité, tout d'abord, il n'est pas du tout interdit qu'une petite entreprise ou une PME ou une TPE ou une ETI émettent des factures électroniques à destination du secteur public dès le 1er janvier 2017. Donc il y a vraiment une possibilité d'être proactif dans ce déploiement. Également, ce que l'on constate sur le terrain, c'est que ce n'est pas parce qu'on est une grande entreprise et qu'on a des moyens financiers qu'il est aisé de mettre en place la facturation électronique à destination du secteur public via Chorus Portail Pro 2017, et que c'est plutôt des paramètres organisationnels qui vont faire que la mise en place de la facturation électronique sera simple ou moins simple. Un exemple réel, vous avez sur votre gauche les fournisseurs, la plateforme Chorus, et sur votre droite, le système d'information et l'environnement d'un secteur public. Il s'agit en l'occurrence d'une collectivité territoriale. Donc les fournisseurs à votre gauche pourront déposer sous différents formats, PDF, PDF signé, fichiers structurés de type EDI, XML, saisis en ligne sur le portail Chorus Portail Pro 2017, leurs factures à destination de l'ordonnateur public. Au niveau de Chorus, seront effectués des contrôles, puis un routage et une mise à disposition de l'ordonnateur, lequel pourra charger via API ou web service un flux pivot de données de facturation qu'il intégrera dans son ERP Compta Finance. Dans le cas qui nous intéresse, bien évidemment, vous voyez sur le bas, les factures papier continuent à arriver, puisqu'elles ne vont pas se transformer toutes en factures électroniques dès le 1er janvier 2017. Donc, au niveau de l'ordonnateur, de la personne morale de droit public, elle aura à gérer à la fois des flux entrants papier et des flux électroniques. Dans le cas qui vous est montré ici, la direction des finances et du contrôle de gestion intervient pour dispatcher, vous voyez en point 3, auprès des directions et pour leur donner le moyen de traiter les factures, donc de contrôler, de procéder à leur validation, enfin bref, d'établir le service fait. La direction financière reprend la main, établit son bordereau et son mandat, l'envoie via Helios dans le cadre de la dématérialisation des pièces justificatives de la dépense et de la recette via son tiers de télétransmission au comptable public, et des statuts sont remontés et mis à disposition de la plateforme Chorus Portail Pro concernant la vie et le cycle de traitement de la facture. Autrement dit, les fournisseurs
disposeront de statuts de traitement de la facture bien reçus par la plateforme Chorus Portail Pro, remise à l'ordonnateur, bien reçus par l'ordonnateur, rejetés, suspendus, transmise au comptable public, mise en paiement. Alors, ce que l'on note sur le terrain, c'est que on voulait vous montrer cet exemple parce qu'il ne faut pas croire que pour le secteur public, c'est chose facile. Au niveau de la collectivité, il existe depuis fort longtemps des moyens et des modes et de traitement des factures et des procédures. Et s'adapter à Chorus Portail Pro nécessite également de se réorganiser et notamment dans la phase de validation par les directions métiers qui doivent pouvoir accéder aux informations pour traiter la facture et apposer les bons statuts de traitement qui doivent être remontés sur Chorus Portail Pro. Donc voilà un exemple réel d'une collectivité territoriale qui se prépare à mettre en place et à activer la plateforme Chorus Portail Pro avec les différents canaux d'acquisition des factures en provenance de ses fournisseurs publics et privés. Je vais passer la parole à Cathy, Julien. Oui, moi je vais vous donner l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire que je vais vous donner l'exemple du fournisseur qui facture l'administration publique. Le cas dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le cas d'une société qui s'appelle Eurofeu, qui est un fabricant français d'extincteurs et de matériel de protection incendie. C'est une ETI. Ils font 90 millions d'euros de chiffre d'affaires, ils ont à peu près 1000 collaborateurs, une centaine de milliers de clients environ. 3 typologies de clients, ils ont un réseau de distribution, ils ont des clients qui vont de la TPE à la très grande entreprise pour ce qui est du secteur privé, puisque tout le monde a l'obligation de s'équiper de ce type de matériel. Et ils ont évidemment des administrations publiques, et là, de la même façon, ça va du ministère aux petites collectivités locales. Donc Eurofeu, en fait, a fait un premier pas vers la dématérialisation de ses factures clients à partir de 2013 en s'attaquant d'abord à la partie B2B parce qu'ils avaient des demandes clients, notamment de gros clients de flux EDI, de facturation via du flux EDI et de PDF signé. Donc ils avaient déjà entamé leur démarche et ils ont décidé début 2015 d'entamer une démarche de dématérialisation du flux des factures adressées à l'administration publique. Donc je reprendrai ce que disait Christine tout à l'heure. Effectivement, une ETI qui serait concernée par l'obligation à partir du 1er janvier 2018 peut démarrer en 2017, mais c'est l'obligation qui démarre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en 2016, et même depuis l'année dernière, le portail Chorus est prêt. Et donc si une entreprise souhaite d'ores et déjà, dès maintenant, soumettre du flux à ce portail, elle a la possibilité de le faire et c'est ce qu'a décidé de faire Eurofeu, donc de dématérialiser en avance de phase. Alors pourquoi ils ont décidé de le faire ? Le premier point, c'est que eux, ils ont un prévisionnel de croissance des factures vers l'administration publique assez important et ils estiment qu'à moyen terme, ils vont avoir environ 12 000 factures par an qui vont devoir passer par ce portail Chorus. Et donc, il était assez inimaginable de gérer ça via un process manuel où pour eux, ils ne souhaitaient pas non plus réorganiser et redimensionner l'équipe administrative pour gérer de façon, on va dire, manuelle ou semi-manuelle ce type de process. Donc, ils ont décidé de choisir un partenaire pour traiter ça avec de l'EDI. Pourquoi ils s'y sont mis, entre guillemets, aussitôt ? La première raison est une raison, en fait, étonnamment, on va dire, commerciale. C'est-à-dire qu'ils ont considéré que le fait d'être prêt très tôt à dématérialiser les factures à destination du secteur public leur permettait d'avoir un différenciateur commercial dans leur réponse aux appels d'offres publics, en fait. Donc c'était l'un des premiers moteurs du projet. La deuxième chose, c'est qu'un certain nombre d'appels d'offres auxquels ils répondaient imposaient déjà cette dimension. C'est-à-dire que dans certains appels d'offres reçus, ils avaient déjà la demande explicite d'être raccordés à Chorus. La troisième chose non négligeable, c'est qu'ils se sont dit
avec Chorus, on nous promet de réduire les délais de paiement. Préparons-nous dès maintenant, faisons-le dès maintenant et voyons si nos délais de paiement sont vraiment réduits. Et si on a une chance qu'ils soient réduits, saisissons-la. Et puis le quatrième point, qui est un point beaucoup plus pragmatique, c'est qu'ils se sont dit, quand on va solliciter Esquerre ou les confrères d'Esquerre en 2016 pour faire ça pour le 1er juillet 2017, ils vont être surbookés. Et donc on va faire un projet dans le stress, pas trop serein, donc on va s'y prendre beaucoup plus tôt. Et ils s'y sont pris donc avec nous début 2015. Un prérequis à ce projet était qu'ils voulaient impérativement avoir une interface de suivi qui leur permette d'avoir un suivi uniforme de tous leurs envois de factures clients. C'est-à-dire qu'il n'était pas question pour eux d'avoir un suivi sur un portail pour les factures émises au format papier encore, d'avoir un autre portail de suivi pour ce qui était de l'émission vers d'autres entreprises, donc la facturation B2B, et d'avoir encore un troisième portail de suivi pour suivre les factures émises vers Chorus et éventuellement avoir les fameux statuts de rejet de Chorus. Donc ça, c'était le prérequis, c'était de pouvoir trouver un partenaire qui soit capable de gérer tous les flux et d'avoir un outil, une interface de tracking et de suivi des factures qui puisse inclure toutes les factures, quel que soit le média d'envoi, quel que soit le client à qui on est en train de s'adresser. Donc Eurofeu a été notre premier client à se connecter en mode EDI sur Chorus. Pour vous donner quelques métriques du projet, donc c'est à terme une prévision de 12 000 factures par an. C'est un projet qui a duré environ 4 mois, mais c'était une mise en place aussi pour nous. Donc aujourd'hui, ce type de projet est beaucoup plus rapide à mettre en œuvre puisque la connexion avec Chorus est établie. Donc c'est des projets qui vont bien plus vite. Ce qu'ils constatent maintenant avec quelques mois de recul, c'est que c'est quand même fiable. C'est-à-dire que de ce qu'ils nous en disent, le nombre de rejets de factures se compte sur les doigts d'une main. Les motifs de rejet, c'est essentiellement... les motifs qu'ils ont eus, c'est des éléments manquants dans la facture, du type... il manque des numéros de dossiers réglementaires qui sont imposés par certaines administrations publiques sur la facture quand vous les facturez. Voilà. Donc, évidemment, ce que Christine disait tout à l'heure en termes de retour d'information fonctionne. C'est-à-dire que quand la facture est rejetée par la plateforme, le client le sait et a le motif de rejet de façon à ce qu'il puisse resoumettre sa facture à la plateforme. Donc le retour qu'on a aujourd'hui d'Eurofeu, c'est que c'est un processus fiable qui leur a permis déjà de gérer la croissance de ce type de facture sans redimensionner leur équipe administrative, qui leur a permis évidemment de faire des économies parce qu'il sera effectivement bien moins cher d'envoyer une facture électronique sur cette plateforme ou une autre d'ailleurs que d'envoyer un courrier. Et effectivement qui leur a permis de jouer un avantage concurrentiel aujourd'hui sur certains appels d'offres marché public. Voilà. Merci. Et donc on passe à la partie B2B. Ah pardon, un oubli. Oui, juste une petite note. On ne parle que de Chorus par rapport à Eurofeu parce qu'ils facturent que l'administration française. Simplement pour vous dire que au niveau d'Esquerre, on est prêt aussi à facturer d'autres administrations publiques, l'Italie, l'Espagne et la Suisse, sachant que évidemment, pour que les choses soient le plus simples possible, aucun pays n'a la même plateforme. Sinon, on serait pas drôle, on n'aurait pas de travail. Donc du coup, effectivement, quand vous allez devoir facturer l'administration italienne, l'administration en Suisse, l'administration en Espagne, par exemple, votre prestataire, il a une connexion à faire par plateforme de l'administration publique, soit en se connectant directement à l'administration publique, soit, pour simplifier un peu les choses, en passant par un partenaire validé par l'administration publique du pays, comme en Suisse par exemple, qui va signer d'abord la facture, qui va vous la renvoyer pour que vous l'archiviez, qui va ensuite l'adresser à l'administration publique. Donc du coup, il y a, comme pour tout, j'ai envie de dire, un petit souci d'uniformisation en Europe. Christian en parle mieux que moi. Mais voilà, donc c'est effectivement un projet quand même différent
pour chaque pays auquel vous allez vouloir facturer. Entendu, merci. Et donc, alors maintenant, dans le B2B, Christian. Dans le B2B, il y a aussi pas mal de diversité, sauf que le B2B... Le B2B, de certaine façon, est beaucoup plus mature que le B2G. Comme j'ai dit tout à l'heure, le B2G, c'est une question relativement récente en Europe. Le B2B, on connaît déjà dans certains pays à partir des années 90. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2001, l'Union européenne a passé une directive qui a rendu possible, pas obligatoire, d'utiliser une facture en format électronique comme preuve TVA. Le modèle européen n'a rien de révolutionnaire. Comme on le sait tous, en principe, on reste sur le même schéma. C'est un fournisseur qui va émettre une facture en papier ou électronique. Il y a un acheteur qui va le recevoir, le valider, et les deux parties doivent l'archiver. Dans certains pays, jusqu'à 7 ans. Dans la majorité des pays, jusqu'à 10 ou 12 ans. On parle au niveau mondial. D'accord ? Donc, en Europe, le schéma de démat de facture n'est pas tout à fait révolutionnaire, sauf que ça pose quand même certaines questions dans le pratique, c'est-à-dire il y a l'obligation dont on parle déjà depuis des années de garantir l'intégrité et l'authenticité des factures du début du cycle de vie jusqu'au dernier jour d'archivage, ce qui est quand même une question qui est assez difficile, surtout parce qu'en Europe, malgré tous nos efforts, il reste encore, même sur ces questions-là, énormément de diversité de pays à pays. Ce qui s'est passé dans le monde, c'est que dans d'autres pays, surtout des grands pays, des grandes économies émergentes, les administrations fiscales ont regardé ce qui s'est passé en Europe, ils se sont dit ça ne va pas assez vite pour nous, et très franchement, ça ne changerait pas grand-chose, parce qu'on a des problèmes avec notre économie, il y a une économie souterraine considérable. On va plutôt utiliser la technologie d'aujourd'hui, c'est-à-dire Internet, c'est-à-dire tout ce qui vient avec, pour complètement changer le modèle. Et ça, c'est le modèle qu'on appelle aujourd'hui clearance. Quand vous regardez sur la carte derrière moi, les pays en orange sont les pays clearance, les pays en gris foncé sont des pays, ce que nous on appelle post-audit, c'est-à-dire le même modèle que l'Europe. Clairement, il y a quand même un facteur qu'on oublie souvent. Quand on fait un tout petit peu le calcul sur les bases des chiffres qui sont publiés en Europe et dans certains autres pays, on parle de 500 milliards de trous dans le TVA. Il y a un trou dans le TVA mondial de 500 milliards par an. D'accord ? C'est un enjeu économique énorme au niveau mondial. D'accord ? Les Européens ont introduit un système il y a 10 ans, ça ne veut pas dire que ça va continuer. Ce qui s'est passé en Amérique du Sud, c'est très très bien passé pour les administrations fiscales. Il y a des chiffres qui sont publiés récemment par le Mexique qui montrent très bien que d'un point de vue du ministre des Finances, le système clearance a énormément d'avantages. D'accord ? Les Mexicains ont réussi à combler ce trou qui était énorme dans ce pays-là, qui est aujourd'hui presque moins de 10%. D'accord ? Donc le système clearance, ça a beaucoup de succès d'un point de vue gouvernement, et on voit petit par petit que ces idées rentrent aussi en Europe. Déjà au Portugal, bientôt en Hongrie et d'autres pays en Europe, il y a beaucoup d'expérimentation aujourd'hui avec ce système. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que de plus en plus, pour le B2B, il n'y a pas un fournisseur et un acheteur qui peuvent librement échanger des factures en format électronique. Il y a un troisième partenaire, toujours dans le boucle, c'est-à-dire l'administration fiscale, en temps réel pour chaque facture. On ne parle pas de déclaration après 1 mois ou après 3 mois, on parle de chaque facture est envoyée à l'administration fiscale, même avant d'être émise par le fournisseur. D'accord ? Il y a énormément de règles supplémentaires dont je ne veux pas vous parler, mais juste pour dire que ce système clearance, vous le voyez aujourd'hui, il y a quelques années, cette carte était encore majoritairement grise. D'accord ? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'orange. Je vous promets, dans quelques années, cette carte-là sera principalement orange. D'accord ? Donc, il y a énormément de choses qui se passent au niveau B2B et malheureusement,
plus encore qu'en Europe, parce que là, on parle des pays qui sont indépendants, qui sont pas dans une union comme en Europe. Malheureusement, chaque pays a sa version très spécifique du système clearance. Et donc, on parle vraiment de niveau de diversité, je pense qu'on n'a jamais vu dans le monde. D'accord ? Cette intégration petit par petit avec les gouvernements pose un vrai gros problème aux entreprises, surtout les entreprises qui sont présentes dans plusieurs pays. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, depuis 10 ans, quand on prend un tout petit peu de recul, à un autre niveau d'abstraction, c'est que pour le B2B, on vient d'en parler, pour le B2G, mais ça va venir aussi pour tout ce qui est facturation des consommateurs. Déjà, en Autriche, il y a une loi qui impose une connexion similaire avec le gouvernement pour tout ce qui est facture du billing pour les consommateurs, où il n'y a pas de TVA en principe, ou pas de TVA récupérable, mais quand même. D'accord ? Donc, les tendances aujourd'hui sont très claires. Quand vous regardez ce qui est nécessaire pour avoir un système international conforme de démat de facture, d'accord, il faut regarder plusieurs choses. Il faut regarder tout ce qui est nouveau au niveau déclaration. Ce qui existe déjà par Internet en France, etc. Ça va être automatisé. De plus en plus, on voit ça. Il faut regarder, on vient d'en parler, toute la partie intégration, surtout vers les administrations publiques. Votre acheteur peut être une entité publique. Il faut regarder, parce qu'il y a énormément de diversité, on vient de le dire, au niveau type de transport, sécurisation, etc. Après, il y a énormément de variations sur les formats de factures imposés par les administrations fiscales et le contenu des factures aussi. Finalement, il faut aussi de plus en plus automatiser et être très très vigilant parce que le contenu des factures devient beaucoup plus visible en temps réel par les administrations fiscales. Donc avant, vous faisiez quelques erreurs dans une facture, ça va, la déclaration à la fin du mois, de toute façon, c'est une synthèse. Aujourd'hui, de plus en plus, bientôt en Espagne, par exemple, le gouvernement va voir chaque facture, va pouvoir valider le contenu de chaque facture, et donc vos décisions au niveau TVA deviennent beaucoup plus importantes. Des signatures électroniques, pour chaque pays, ça fait partie du package. Pour chaque pays clearance, il y en a, ça diffère de pays par pays. L'intégration avec ces plateformes clearance dont je vous parlais, exactement pareil. Et finalement, l'archivage, qui est quand même quelque part l'élément central de chaque pays aujourd'hui qui permet la facturation électronique. Aussi, là, il y a des règles. Et de plus en plus, il y a des règles d'e-audit où le gouvernement, justement, veut se connecter directement ou pouvoir accéder à vos données directement, même parfois sans votre accord. Sur tous ces éléments-là, il y a une tendance très claire. C'est l'intégration avec l'administration publique. Dans le B2G, clairement, parce que l'acheteur est public. Dans le B2B, parce qu'il y a cette tendance clearance. Et dans le B2C, tout nouveau aussi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose dont il faut se préparer, sur lequel il faut se préparer mentalement. Dans les années à venir, de plus en plus, le B2B, le B2G, le B2C, il y aura un troisième partenaire dans le boucle, c'est-à-dire l'administration fiscale ou une autre administration qui va s'imposer avec leurs normes de format, leurs normes de transmission, leurs normes de sécurité de transmission. Voilà. Merci. Christine, oui, Christine, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, enfin, c'était prévu. C'était prévu. J'y tiens pas. Enfin, donc, pardon, je vais prendre juste. Simplement un focus sur où nous en sommes en France à ce jour. Et moi, je pense qu'on dispose vraiment de tous les moyens pour pouvoir dématérialiser ces factures en B2B, donc relations inter-entreprises, secteur privé. Simplement, en France, la facture est un document important, sensible et qui est partagé avec son partenaire commercial parce que c'est une quittance, elle permet la comptabilisation d'une charge, c'est un justificatif en cas d'exportation. Dans le secteur public, on l'a vu, une pièce justificative dépenses-recettes. Dans le régime de TVA, elle fournit des informations relatives au régime de TVA applicable, elle permet l'exercice du droit à déduction. Donc c'est une pièce sensible, on en partage la responsabilité avec son partenaire, au moins, ça se vit au moins à deux, une facture, et donc il faut la traiter avec vigilance. Néanmoins, en France, en tout cas, tous les moyens de sécurisation et de dématérialisation des factures ont été mis à disposition par le législateur pour pousser les entreprises à pouvoir le faire. Et donc, il y a vraiment le choix avec différents moyens de dématérialisation des factures. Le plus historique, tout à fait à ma droite, c'est l'échange de données informatisées.
qui est donc l'échange de fichiers structurés, de données de facturation qui existe et qui est opérationnel depuis les années 90 et qui a une très forte valeur ajoutée et qui est dédié au flux contenant beaucoup de données de facturation, de la facturation complexe qu'on trouve dans l'automobile, l'industrie, la grande distribution, la pharmacie, la logistique. En 2002 est apparue la possibilité de dématérialiser ces factures en signant ces factures, en apposant donc une signature avec un certificat RGS 2 étoiles qui donnait valeur originale à cette facture électronique. Et puis enfin, depuis janvier 2013, il y a une libéralisation des moyens de facturation électronique, de support et de moyens d'émission et de transmission, sous réserve d'avoir mis en place une piste d'audit fiable. Donc, les contreparties commerciales ont la liberté de choix de leurs moyens de dématérialisation de factures. Le seul procédé qui porte des contraintes à réception, c'est la signature électronique, car si vous signez un fichier à réception, votre contrepartie commerciale doit vérifier la validité de la signature électronique. Mais à part ce procédé, il est possible d'émettre des factures électroniques par courriel, pièce jointe à un courriel, réseau sécurisé, site internet sécurisé, plateforme de service, système EDI, sous réserve d'avoir mis en place sa piste d'audit fiable. Voici un exemple réel également, secteur privé. Vous voyez l'organisation, ses différents services, directions, qui va recevoir de la part de ses fournisseurs privés des factures au format papier, des factures au format EDI, XML, quand il s'avère que là c'est important et c'est intéressant, et des factures au format PDF non signées. L'organisation va traiter ces factures au format papier et également s'outiller pour traiter les factures au format électronique, les injecter dans son système d'information, les conserver dans un système d'archivage électronique à l'heure probatoire. Et donc, les directions, les services vont pouvoir traiter et intégrer dans leur SI Compta Finance les données de facturation. En émission, ce même acteur, grand acteur français de l'énergie, va facturer des clients via de la facture PDF non signée, émise par mail, des factures EDI, fichiers structurés parce que certains de ces grands donneurs d'ordre lui imposent d'envoyer des factures sous format EDI, et un routage également vers Chorus Portail Pro 2017. Évidemment, il y aura pendant un certain temps également des factures sur support papier. Petit commentaire, ce centre de traitement des flux électroniques peut être opéré en interne ou confié à une plateforme, comme Esker est tout à fait capable de le faire. Il y a d'autres acteurs de grande qualité également sur le marché, capables d'être concentrateurs et de traiter la complexité externe pour le compte de l'organisation, en l'occurrence là, secteur privé. Voilà, merci à vous. Alors il me reste 42 secondes. En fait, là, l'idée, c'était simplement de vous donner un exemple des taux, parce que c'est une question que, évidemment, on a beaucoup. C'est à quoi je peux m'attendre en termes de conversion de mes clients à la démat. Donc, j'ai pris notre cas à nous, parce que c'est là où on a les chiffres les plus détaillés. Nous, Esker, évidemment, on a démarré ce process il y a à peu près 6 ans. En essayant de pousser nos différents clients dans le monde à faire de la dématérialisation. On est présent un petit peu partout dans le monde. Voilà, vous avez là les taux auxquels on arrive au bout de, on va dire, 5-6 ans de promotion de la démat, sachant qu'on est essentiellement sur de la facturation B2B chez Esker. On a essentiellement des clients qui sont des entreprises privées. Donc vous voyez des pays, l'Australie, les États-Unis avec des très bons taux parce que effectivement les contraintes réglementaires sont inexistantes, on va dire. Ouais. Enfin, ce ne sont pas les mêmes que chez nous, donc effectivement c'est plus simple. L'Italie a un excellent taux aussi parce que ils peuvent faire du PDF depuis très très longtemps et puis parce qu'il y a vraiment, comme en Espagne, un lobbying gouvernemental assez important et donc voilà, c'est des pays qui convertissent facilement. J'avais prévu de vous expliquer quelles sont les stratégies qu'on a mis en place
en interne pour obtenir ces taux-là. Malheureusement, je n'ai pas le temps. Donc, il n'y a qu'une seule chose à faire si vous voulez savoir comment on a fait, c'est de venir sur notre stand et de nous le demander. Voilà. Donc, on vous attend si vous voulez plus d'infos. Merci Cathy. Est-ce que vous avez peut-être des questions à poser aux intervenants? Des questions. Alors, bougez pas. Je vais vous donner un micro. Celui-là marche. Je vous l'amène. Oui, bonjour, Dominique Leleu. Selon vous, chez Esker ou sur d'autres entreprises, quel est l'interlocuteur en fait à ne pas rater dans l'entreprise, j'ai envie de dire, pour aborder ces sujets-là? Est-ce que c'est plutôt le DSI ou le DAF ou carrément le DG? Nous, les interlocuteurs privilégiés, ce sont les DAF. Parfois les DG, quand on s'adresse à des ETI, parce qu'ils sont impliqués dans la refonte globale de leur process comptable. Mais souvent, ce sont les DAF, ouais. Oui. Les gens à convaincre, ce sont les DAF. Et après, plus concrètement, les comptables, hein, parce que finalement, si le comptable dit à son DAF, moi ça m'embête de recevoir une facture électronique, parce qu'en fait, dans mon process, après, je vais l'imprimer. Donc lui aussi, l'opérationnel, il faut le convaincre aussi, ouais. Mais vous avez des leviers, mais bon, du coup, venez nous voir, on vous en parlera, mais les gens, vos commerciaux, vos responsables recouvrement sont des gens que vous devez impliquer parce que c'est eux qui vont avoir les comptables au téléphone en leur disant bon bah voilà, ma facture est impayée, quand est-ce que vous me la payez, mais est-ce que vous voulez pas en même temps, voilà ce qu'on fait, on a un portail, vous pouvez vous connecter. Donc typiquement on n'y pense pas, mais les gens qui font votre recouvrement sont un allié assez important pour essayer d'obtenir l'accord du client, ce qu'il est toujours nécessaire à aujourd'hui. Mais voilà, il n'y a pas que le service financier qui est impliqué, les commerciaux et l'ADV sont impliqués aussi dans ce type de processus. Et DSI. Avoir le binôme, ça c'est vraiment les mobiliser, avoir le binôme qui soit cohérent, qui marche ensemble. Et en tout cas, nous, de notre côté, on fait toujours tout pour les alerter, nos clients, de appliquer la direction générale. Parce qu'en fait, il y a des implications, des risques, et qu'il faut préserver les intérêts de l'organisation. Donc voilà, en leur donnant les arguments.